All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Le président, Maître Jardache, est-ce que nous pouvons partir du principe que vous et les conseils de M. Simasovic ont décidé de se partager équitablement le temps de parole et que vous allez vous partager l'heure qui commence et que vous aurez terminé à 13 heures, Maître Jardache? Oui, c'est exact. Donc, l'approche de l'accusation à la contribution alléguée aux Serbes de Bosnie repose aussi sur une représentation erronée des éléments de preuve concernant les relations et activités. Nous allons parler de cela dans les 30 minutes qui me restent à disposition. Et là encore, il convient de s'arrêter un petit peu pour se pencher sur la relation la plus élémentaire de Stanisic, à savoir le fait de savoir s'il a utilisé son expérience du renseignement afin de coordonner et soutenir l'action de Karadzic Mladic ou Miko Stanisic, un autre Serbe de Bosnie. Au paragraphe 11, l'accusation affirme que Stanisic a apporté un soutien en termes de renseignement pour accomplir l'objectif criminel commun en Bosnie, mais cela n'est manifestement pas ce que montrent les éléments de preuve. Au contraire, comme nous l'abordons au paragraphe 986 à 993 de notre mémoire, les Serbes de Bosnie eux-mêmes ne sont pas arrivés à cette conclusion. RFJ 170. Particulièrement le bras droit de la VRS à Mladic a noté le refus de coopérer qui était un sujet d'éternelle préoccupation pour la VRS. Et comme nous l'avons dit, ce qui est encore plus important, c'est que la collaboration de renseignement de la DB avec l'ARS par le biais de Typhoon, Sigma et Miloš étaient considérés comme étant des actes hostiles. Typhoon était perçu comme relevant, je cite, d'un service étranger suspect qui voulait obtenir des éléments pour, je cite, discréditer l'ARS, renverser la direction de l'ARS et propager le défaitisme. Sigma, son successeur, était perçu par l'ARS comme étant un agent de la République pour encourager à changer son refus obtus, le refus obtus des chefs de l'ARS à négocier de la paix. Miloš, comme on le voit à la page 1 de P035, était perçu lui aussi avec la même suspicion. Alors, l'accusation ne peut pas passer sous silence cette évidence qui donne la preuve d'une méfiance et d'une opposition qui cadre mal avec la thèse de l'accusation selon laquelle Stanisic était là pour coordonner l'objectif criminel commun et leur apporter assistance de toute manière possible et imaginable. Pourquoi, si Stanisic aidait Karadzic et Mladic en partageant du renseignement, en apportant un soutien au MOUP de l'ARS et à la VRS, déployant Arcan les bérets rouges et les scorpions pour les soutenir, pourquoi dans leur cadre, dans leur campagne de nettoyage ethnique, pourquoi donc aurait-il nourri autant de méfiance à son égard? Comme je l'ai dit pour la Croatie, cela semble plutôt malvenu, pour le moins. Si, comme l'accusation l'allègue au paragraphe 229, Stanisic a joué un rôle clé dans la coordination des relations entre Belgrade et les chefs serbes de Bosnie, donc Karadzic, Stanisic et Mladic, qui, je cite, cherchaient à obtenir des conseils de Stanisic et Milosevic sur tout. Pourquoi, alors peu de temps après cela, considère donc Stanisic avec autant de méfiance?
Eh bien, les éléments de preuve, ou plutôt leur absence, sont éloquents. Malgré cette affirmation peu crédible, il n'y a aucun élément de preuve montrant que Stanisic était en communication avec Krajišnik ou Mladic en 1991 ou 1992, ou même après. Le fait qu'il était en contact avec eux directement. Et la même chose vaut de Plastic, et la même chose vaut aussi pour Miko Stanisic. Lisez les carnets de Mladic et c'est limpide. Stanisic y figure à peine. Et Mladic identifie jamais Stanisic comme ayant eu autorité sur Arcane, les Bérets Rouges ou les Scorpions. Jamais. Pas une seule fois en 5 ans a-t-il dit qu'il avait une relation directe ou personnelle avec Stanisic. Et pas étonnant que Milanovic, le bras droit de Mladic, comme il l'a indiqué à la pièce P02934, T4533, pas étonnant donc qu'il ait pris Stanisic pour un serveur. Et ça, c'était en 1993. Lisez les éléments de preuve du RFJ 37 à la pièce P 1616, les éléments de preuve essentiels sur lesquels se fonde l'accusation pour affirmer au paragraphe 229 pour dire que Miko Stanisic était responsable de Stanisic et le consulter pour pratiquement tout. Mais sur la foi de quoi? De véritables échanges? Non. Sur la foi d'éléments selon lesquels il aurait mis à disposition des personnes pour accomplir le crime? Non. Il semble que les deux hommes se soient entretenus près de l'immeuble du SOUP fédéral. Alors l'affirmation paragraphe 482 de l'accusation selon laquelle Stanisic, au nom de Milosevic, a influencé le développement de la nouvelle politique serbe de Bosnie et la même chose, relève de la même logique. C'est une lecture erronée. Vous voyez par exemple la pièce P0004, l'entretien avec Seychelles, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Les relations, comme le savent l'accusation, qui sont nécessaires pour montrer que Stanisic a joué le rôle allégué, ces relations-là sont absentes. L'accusation en a bien conscience et a exploité absolument tous les méandres possibles et imaginables pour les inventer. Même les éléments de preuve de la relation Stanisic avec Karadzic avant le plan criminel commun n'était aucune coordination en vue de l'accomplissement de cet objectif. Comme on l'aborde dans la partie 2, section 4, D5C, la priorité de Stanisic dans la conversation interceptée, c'est pour essayer de persuader les extrémistes comme Babic de se mettre d'accord et de donner leur accord plutôt au plan Vance. Et d'ailleurs, il y fait référence comme étant des tchetniks, comme étant des types épouvantables, et pourtant, Stanisic est censé avoir coordonné leur objectif criminel commun, tout comme il aurait coordonné celui de Karadzic. Alors au pire, ces conversations montrent que Stanisic participait à partir de milieu 91 était impliqué dans la défense des villages serbes qui étaient cernés. Donc oui, comme l'accusation l'affirme au paragraphe 238 en juin 91, Kertész a affirmé que lui et Stanisic avaient carte blanche pour armer des villages serbes. Mais il a dit aussi que Stanisic n'était pas en mesure de les armer car, je cite, les gars ne faisaient rien de la journée et on ne peut rien faire sans Janashkovic. De plus, le fait d'armer en juin 91 n'a pas grand-chose à voir avec un plan criminel commun. Il n'y a aucune affaire TPY qui impute d'objectif criminel commun en Bosnie en 91. Le moment est pratique pour l'accusation. Ils prennent des éléments de preuve pour dire que Stanisic a armé les villages et le transforme dans un plan criminel commun. Et voilà pourquoi ils ont plaidé l'objectif criminel commun à partir d'avril, parce que s'ils le plaidaient à partir du mois d'août, eh bien, ils n'auraient pas pu impliquer Stanisic. Donc, lorsque le 21 décembre 91, comme on le voit à la pièce P01 590, page 1, Stanisic demande à Karadzic, je cite, « Est-ce que l'on va avoir notre propre république ?» Fin de citation.
Il s'agit là d'une question sincère qui découle de la fonction de renseignement de Stanisic. Sincère, car elle montre qu'il n'est pas là pour concevoir une campagne de régionalisation. Lorsque le 7 janvier 91 à 1 des 01 361 page 3, Stanisic conseille Karadzic que, je cite, ce serait préférable, fin de citation, si les Serbes de Bosnie réglaient leurs différences avec les musulmans et les Croates correctement et pacifiquement, j'ai cité là encore, c'est une véritable exhortation sincère qui repose sur la politique express de l'ex-Yougoslavie, mais qui indique aussi le fait que Stanisic ne soutient pas l'option de la guerre, sans même évidemment parler d'un objectif criminel commun. On peut coller et couper-coller tout ce que l'on veut. Cela ne cache pas que Stanisic était contre la guerre et qu'il ne planifiait pas de campagne de nettoyage ethnique. L'affirmation de l'accusation, paragraphe 477, que suite au discours de Karadzic sur la route vers l'enfer, le 15 octobre 91, le soutien de Milosevic et Stanisic pour l'objectif criminel commun n'a pas faibli, relève de la pure fantaisie. Dans le message intercepté 1 des 00075, Milosevic demande instamment à Karadzic de se calmer, de ne pas créer une assemblée, parce que cela aliénerait les non-serbes, et de négocier avec Izetbegovic. Contrairement à ce que dit l'accusation, en déformant les choses au paragraphe 477, et comme le montre aussi la pièce P01505, au milieu décembre 91, Stanisic dit qu'il est prêt à envoyer quelques hommes en Bosnie pour un objectif qui est lié à Babic et criminel de Banja Luka, mais il n'y a rien ici, dans ce cadre, mais vraiment rien indiquant qu'il poursuit un objectif criminel. Alors, prendre des éléments de preuve, d'activité et affirmer que cela est pour poursuivre l'objectif criminel commun n'est pas respectueux du principe de la culpabilité. Alors, il y a de nombreux exemples dans le mémoire d'accusation. Trouver un paragraphe concernant Karadzic. Si nous avions le temps, nous trouverions une déformation, une citation erronée, un manquement à étudier des éléments de preuve. C'est un problème systémique dans le mémoire final de l'accusation. Alors, ce que vous verrez, messieurs les juges, lorsque vous examinerez les éléments de preuve, jugement dans leur ensemble, les éléments d'association, même de collaboration, sur les questions de préoccupation à l'ex-République yougoslave. C'est là que vous voyez certains éléments de preuve concernant Stanisic, où il participait à la protection de ce village serbe en Bosnie en 1991. C'est voilà pourquoi vous voyez clairement qu'il a participé à PAOK. Nous ne le nions pas. C'est pourquoi on voit aussi qu'il a participé à des opérations défensives en 1995 à la SBSO et à Banja Luka. Mais manifestement, ce n'est pas pour accomplir un objectif criminel commun. Alors bien sûr, le problème majeur de la thèse de l'accusation, et c'est pourquoi ils ont changé leur objectif criminel commun, et que ça découle, comme on le dit dans nos paragraphes 851 et 883 de notre mémoire finale, c'est que les Serbes de Belgrade, malgré ce que dit l'accusation, depuis 25 ans, malgré ce que l'on dit en dehors de ce tribunal, les Serbes de Belgrade n'étaient pas d'accord avec l'ambition des Serbes de Bosnie d'unifier la République yougoslave. Si ils avaient donné leur accord, alors pourquoi ne pas avoir agi en ce sens? Qu'est-ce qui les en empêchait? Pourquoi, si Milosevic soutenait les Serbes de Bosnie vers la guerre, pourquoi avoir enjoint Karadzic de négocier avec les musulmans? Pourquoi en octobre 91, au moment où la SDS en Bosnie prenait de mesures, y compris par la création de l'Assemblée serbe de Bosnie, pourquoi Milosevic a demandé instamment à Karadzic de ne pas se lancer dans sa campagne de régionalisation? Pourquoi le 24 octobre 1994 pourquoi est-ce que
Milosevic a essayé de persuader les Serbes de Bosnie de ne pas créer leur propre assemblée. Et pourquoi? Ça, c'est très important. Et je pense que c'est le point le plus important ici. Pourquoi, comme l'a dit Donia, est-ce que Milosevic et l'ex-république de Yougoslavie, le 2 mars 91, au moment où la guerre en Bosnie commençait, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de permettre aux Serbes de Bosnie, le 2 mars 91, d'avoir un lien officiel, formel avec les républiques de Serbie et du Monténégro? On n'a toujours pas la réponse à part l'accusation. Pourquoi? S'il y avait un véritable plan d'ensemble, pourquoi est-ce que tel serait le cas? Comme nous l'abordons, paragraphe 880 de notre mémoire finale, c'était Karadzic et les Serbes de Bosnie qui étaient persuadés que couper les liens avec la Serbie et la Monténégro aboutirait à une catastrophe. J'ai fait une citation, pas la République, la Fédération yougoslave. Donc, si la thèse d'accusation est exacte, comme Milosevic et l'ex-Yougoslavie abandonné les Serbes de Bosnie fin 91 et début 92, dans leur désir d'unification, l'accusation repose dans sa thèse sur le fait que Stanisic était derrière tout cela et qui complotait avec Karadzic, Mladic et Miko Stanisic afin de fournir des centaines de milliers de tonnes d'armement pour créer une unité d'élite de la DB à déployer aux côtés d'Arkin, des Scorpions et une kyrielle d'autres paramilitaires en Bosnie afin de les aider à remplir, à arriver à l'unification avec l'ex-Yougoslavie qui venait d'être rejetée par l'ex-Yougoslavie. Alors pas étonnant que l'accusation essaye d'abandonner son objectif criminel commun. Les crimes de Bosanski-Samac sont particulièrement éloquents. Nous n'avons pas le temps d'examiner tous les éléments, mais il convient de se pencher sur certains pour mettre en lumière comment l'accusation essaye de contourner ces problèmes. Comme on le voit dans les paragraphes 124 et 125, l'interprète se reprend. Comme on le voit dans le mémoire 1008 à 1094 à la Défense, Stanisic ne commandait pas ni n'avait autorité sur contrairement à ce que l'accusation aurait voulu montrer. Paragraphe 124 à 125 donne une illustration vraiment éloquente de comment l'utilisation a recours à l'unité pour contourner les éléments de preuve du véritable commandement, du contrôle ou du fait d'avoir mis des personnes à disposition. Donc ces paragraphes que l'on voit inclus dans la note de bas de page 524 contiennent une liste des membres de l'unité alléguée qui se sont déployés avec Cerny, donc Zimovir Ivanovic, Gulicic, Goran Kov, Predrag Zaksarevic, Slobodan Miljovic, Nenad Mitic, Radovanovic et d'autres. L'accusation tente de faire le strict minimum en termes d'analyse pour établir le lien entre ces hommes à Stanisic. Et c'est l'unité qui aurait été supposée faire le gros du travail. C'est le cheval de Troie de l'accusation. Et c'est comme ça que l'accusation tente d'impliquer Stanisic en disant qu'il commandait ces hommes sans remplir le critère des auteurs physiques. Sur ces hommes, seuls Cerny, Subotic et Alexander étaient des membres prospectifs de l'unité en gestation. Les autres 8 hommes ne relevaient même pas de ce lien élémentaire avec les accusés. C'est un lien qui est fait uniquement par association. Comme on le voit au paragraphe 125, l'accusation prétend que les fiches de personnel de Cerny, Lugar, Golubric, Metic et Irkov contiennent des copies d'un formulaire standard avec leurs informations personnelles qui n'est pas daté ou daté du 10 avril 92 et qui, je cite, étaye leur relation avec l'accusé. Fin de citation. Comme on le voit sur la planche 33, à ne pas montrer publiquement, ces formulaires 33, planche 33. Ces formes n'apportent aucun élément de preuve concret étayant la thèse de l'accusation. Ces fiches donnent juste quelques informations personnelles, rien de plus, pas la qualité de membre ou l'appartenance à une unité, rien qui permet de déduire qu'il y ait eu mise à disposition de personnel par Stanisic. Dans le même paragraphe, l'accusation parle de per diem donné à ces hommes en août 1993, Abramovic, Cernik, Julibric, Milosevic, Chimovic, un an après, et donc cela n'a absolument aucun poids
quant au fait que Stanisic les aurait commandés lors de l'opération de Bosanski-Samac. Lorsqu'on regarde tout cela, c'est très instructif. Cerny est abordé en détail dans le mémoire de l'accusation, comme je l'ai déjà dit. En dehors de lui, seul Subotic et Vukovic étaient membres de l'unité en gestation. Alors, le seul élément de preuve que Subotic faisait partie de l'opération Bosanski-Samac dans son fichier, c'est que, je cite, il a participé activement aux luttes de Deutsche Bosanski-Samac et autres endroits. Et l'accusation s'accroche à cela de manière désespérée pour donner l'illusion de continuité de la qualité de membre, rien de plus. Alors, on voit dans P02 850, planche 34 sur Alexander Sumovic, qu'il a donné sa candidature à l'unité en gestation le 14 février 92 et le 28 février. Stanisic a signé un document demandant une vérification administrative, rien de plus. À son seuil le plus élevé, les éléments de preuve décrivent que Vukovic est un membre du MUP serbe déployé à Bosanski-Samac. Cela est confirmé par la pièce P01 1938, page 256 à 257. D'ailleurs, Mladic, dans son journal de bord, confirme que les seuls hommes qui ont un lien avec le SMUP, c'est Vuk et Cerny. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'élément de preuve qu'il soit rentré dans l'unité en gestation. De l'association avec Cerny et Vukovic, il n'y a rien pour indiquer que c'est Stanisic qui les a mis à disposition. Nous avons fait des arguments avec Metic, Le Gard et Debelli dans le mémoire final, la défense au paragraphe 1033 à 1045, 1063 à 1077. Comme la planche 35 à ne pas montrer publiquement le montre, leur lien avec Bajda par la défense territoriale de la SBSO montre pourquoi, en vertu du paragraphe du 125 du mémoire du procureur, pourquoi le Gard était payé par le SMUP lors de l'opération de Bosanski-Samac. Sacha Kolibridge et Gorankov aussi disposaient de fiches, mais à la planche 36, on voit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve prouvant aucun lien avec Stanisic. Et d'ailleurs, comme nous l'avons dit, les éléments soutiennent la thèse de l'accusation, disant qu'ils étaient des volontaires de la SRS. La fiche de personnel de Gorankov, P02 714, ne contient qu'une seule page, c'est-à-dire le formulaire non daté. Son fichier KDF, P02 031, à la page 4, indique qu'il était réserviste du SMUP. Cela correspond totalement à la thèse d'accusation pour dire que ces hommes étaient associés à Bajda. Et pourtant, l'accusation oublie d'autres éléments de preuve instructifs qui sont inclus dans ce fichier. En particulier, à page 2, il est écrit qu'à partir du 26 septembre 1991, il était membre du Parti radical de Krajevac, les Loups Gris, sous le commandement de Srećko Radovanovic. Sacha Kolibridge, dans sa fiche personnelle P02 705, alors la fiche en question ne contient pas d'informations en dehors du formulaire du 10 avril 92. Il n'y a pas de véritable indication qu'il ait eu quoi que ce soit à faire avec l'ADB avant qu'il ne rejoigne la GSO en 98. Et comme on le voit dans P01709, en juin 92, Sacha Kolibridge était commandant d'une unité dans la RSRS, dans le détachement tchesnik de Kragujevac, sous le commandement de Debelli. À l'annexe A, paragraphe 25, l'accusation allègue par le biais de P02043 que l'ADB, à ce moment-là, essayait d'influencer les activités et les intentions du groupe de Lugar par l'intermédiaire de Kolibridge. Alors, même si c'est dans le cas des accords avec l'accusation, ces éléments confirment que Lugar, Delebret et Kolibridge n'étaient pas placés sous le commandement de la DB. Si ça avait été le cas, eh bien, la DB n'aurait pas
fait le travail pour permettre de neutraliser leur activité. Alors les autres hommes qui, selon l'accusation, auraient été déployés avec Cerny n'ont pas de fiche de personnel. Il n'y a pas d'autres éléments de preuve permettant de les associer avec la DB. C'était un groupe de volontaires du Parti radical serbe sous le commandement de Debeli, comme on le voit dans P02048, page 1. Cela est corroboré par un grand nombre d'autres pièces qui sont au dossier détaillé par le mémoire de la défense au paragraphe 1046 à 1052. Aucun des éléments de preuve cités par l'accusation à l'annexe A, paragraphe 2, concernant Avram, paragraphe 166 concernant Simovic ou au paragraphe 79 concernant Lazarevitch, n'est en mesure d'établir qu'ils étaient membres d'une unité placée sous le commandement de l'accusé, de Stanisic. On voit seule l'association avec Cerny. Dernière chose que je voudrais dire en lien avec Bosanski Samac, c'est que l'accusation revient à Cerny en octobre 92. Au paragraphe 126 et 560, l'accusation s'approche de façon dangereusement proche de la thèse de l'accusation. Il laisse entendre que Stanisic aurait personnellement parlé avec la VRS pour voir si Cerny devrait avoir l'autorisation de continuer à opérer à Bosanski Samac. Et il est dit qu'avec la connaissance de Stanisic, Simatovic a redéployé l'unité de Cerny, dont le Gar et Debeli à Bosanski Samac. Fin de citation. Lorsqu'ils ont rejoint la PRS pour d'autres opérations. Autrement dit, Stanisic, tout simplement, avait connaissance du déploiement. Comme on le voit sur la planche 37, et qui est détaillée dans les paragraphes 1081 et 85, à 1085 du mémoire de la défense, pièce 01 988 et pièce 01 989, en fait, disculpe Stanisic. P01 989 indique que Cerny, pas l'unité, mais Cerny avait été envoyé à Bosanski Samac par Simatovic. P01989 corrobore la thèse de la défense de façon très importante. Il est dit que les bérets rouges n'existent plus, mais peuvent être activés par Simotovic et Kertész. Alors, je ne veux pas dire que c'est vrai, c'est à vous de le trancher, messieurs les juges, mais c'est en 92, il faut le noter, les bérets rouges ont été dissous et Stanisic n'a plus de rôle. Et comme la pièce qui a été ignorée par l'accusation, d'ailleurs, le montre, pièce 01 988, il y a 20 hommes qui sont là, mais pour empêcher que les hommes de Seychelles ne prennent la zone. Donc il ne s'agit pas d'apporter un soutien aux activités de combat, mais précisément pour lutter contre Loubar et Gebeli. Alors ce que dit l'accusation au sujet de la mise à disposition de personnes, on n'a en fait rien à voir avec la mise à disposition de personnes en vue d'un plan criminel commun. Rien, comme d'habitude. De plus, semble n'avoir pas d'importance d'ailleurs pour l'accusation. On montre que lorsque Cerny a été redéployé à Bosanski-Samac, c'était 100 unités d'élite. Et comme le montre la planche, malgré les affirmations grandiloquentes qui sont faites, selon lesquelles 500 hommes auraient été apportés, la pièce P01 918 et P01 924 montrent dans le détail qu'en fait, il a apporté 20 hommes qui étaient tous des feignants de Serbie, je cite là, et qu'il a dû essayer de rassembler les meilleurs des autres unités pour former ce qui s'est appelé le bataillon de choc. Là encore, qu'est-ce que cela nous dit au sujet de la théorie de l'accusation sur les bérets rouges? Cerny, membre critique, ne travaillant pas avec une unité d'élite, unité en gestation qui prend des feignants. Stanisic est censé être à la tête, au commandement de ces personnes. Bon.
Pour ce qui est de la Bosnie orientale, il ne faut pas que le fait que l'accusation passe les éléments sous silence porte préjudice à Stanisic. Au paragraphe 574 de son mémoire, le procureur allègue que, je cite, l'unité a été créée au commandement régional de Podrinje au Montara fin 91 ou début 93. Fin de citation. Et là, je voudrais dire quelque chose. D'abord, l'accusation essaye d'exagérer l'importance de l'opération Oudar. La planche 39 montre la liste des opérations dans la région de Podrizje qui ont été menées rien que uniquement pendant la première moitié de 93. Comme cela est démontré par 2D51, 1D914, P03 675, P01 944 et P036 24, la VRS a organisé et planifié toutes ces opérations avec ces unités. Mais la DB n'a rien à voir avec cela. Même si Simatovic, Bozovic, Mikovic y ont participé, il est important de prendre les éléments de preuve dans leur contexte et non pas d'exagérer comme le fait l'accusation. Ce qui est encore plus grave pour Stanisic, c'est que l'accusation laisse de côté à dessein les éléments de preuve indiquant l'existence d'un état-major conjoint et ils ont recours au terme de commandement régional de Podrinje sur le mont Tara, qui est en fait nullement évoqué ou impliqué dans les éléments de preuve. Hier, à la transcription 76, l'accusation affirmait que Stanisic affirmait que toutes les forces du MUPS de Serbie étaient subordonnées à l'état-major principal de la GNA. Ce n'est pas notre thèse. Telle n'est pas notre thèse. Notre thèse au paragraphe 13, 1393 à 1408, c'est qu'il y a un commandement serbe des forces spéciales du MUP ou un état-major conjoint et que toutes les opérations militaires étaient placées sous cet état-major. Comme nous l'abordons paragraphe 1394 à 1415 de notre mémoire, eh bien, cet état-major était consisté par la VRS, VJ et le MOUP de RS. En niant l'existence de ce commandement conjoint, l'accusation espère que vous allez laisser de côté l'évidence. 1. Que le commandement participait à la coordination d'activités militaires chargé sensiblement de protéger les Serbes d'être mis en pièces par les forces de Ric, et 2. Que Stanisic ne participe pas à ces activités ou à la chaîne de commandement. C'est Bajda qui était à la tête de ces opérations, pas Stanisic. Et cela est limpide, là encore, de Milanovic, qui a vu Stanisic, qui a cru que c'était un serveur. Comme la pièce un des 70 le montre, et que l'accusation passe au silence, diverses unités de police serbe du MOUP et de l'ARS se sont combinées, ont coopéré avec la VRS dans un état-major conjoint. Aucun autre témoin ne dit le contraire, parce que il est vrai que Bozovic décrit l'incident d'Osmacha. Là encore, c'est un cheval de Troie. Malgré ce rapport, il n'a aucun doute que toutes les activités militaires étaient centrées sur Bajina Basta et que, quels que soient les interlocuteurs de Bojovic, ils étaient situés dans la région, faisaient partie de ce commandant d'état-major conjoint. Et donc, et là j'arrive à ma conclusion, messieurs les juges, le mémoire. Est-ce que vous voulez bien m'accorder encore 5 minutes et ensuite j'en aurai terminé? Le président, oui. Maître Jordache, merci. Donc, à chaque fois, le seul moyen de l'accusation est d'exagérer les éléments de preuve concernant les relations ou d'interpréter de façon erronée la mise à disposition de personnes. Donc, cet état-major conjoint est passé sous silence et cela est particulièrement éloquent. Mais bon, les exécutions horribles des scorpions sont aussi éloquentes. Une personne ne doit être accusée de ces crimes à moins qu'il y ait assez d'éléments de preuve. Or, l'accusation
traite les liens entre les éléments de preuve comme si c'était une sorte de menu dans lequel il pouvait choisir à la carte, comme nous le décrivons au paragraphe 1564 à 1577 de notre mémoire. L'acte d'accusation, l'accusation dit que c'est Stanisic qui a ordonné aux Scorpions de se déployer. C'était Bajda, maintenant c'est et l'accusé Mikovic et Bajda et Stanisic. Alors, ils ont comme une espèce de porte battante qui est une sorte de fourre-tout invraisemblable. Et l'accusation déforme grossièrement ce que font les Scorpions à un certain nombre de paragraphes, 372, 850. Donc l'omission d'éléments de preuve convaincants pose véritablement problème dans la théorie de l'accusation. Comme le montre la planche 42 à ne pas publier, Stanisic à l'époque a condamné les meurtres de Srebrenica. Le procureur le sait parce que M. Groom, le prédécesseur, Stanisic a dit « Qu'est-ce qui s'est passé à Srebrenica ? Qui a fait cette chose stupide? Pourquoi est-ce que des gens ont été tués? Qui commandait, était à la tête de cette folie? » Alors c'est le genre de choses que l'accusation passe sous silence. Pour conclure, évidemment, nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les paragraphes du mémoire de l'accusation pour apporter la démonstration du fait qu'il n'y a que de maigres éléments de preuve et que surtout l'accusation ne respecte pas la présomption d'innocence et la charge de la preuve. Le mépris de l'accusation pour le principe de la culpabilité est clair. Si la charge de la preuve a une signification et la jurisprudence badjanine a une signification, eh bien, il aurait fallu que l'accusation communique toute sa thèse et qu'elle n'ait pas peur de dire de quoi il était question pour qu'on puisse la contester et que l'accusation présente la thèse à nos témoins. Présenter les choses aux témoins pour leur laisser le soin de répondre. Et enfin, l'accusation, si vous voulez pouvoir prouver sa thèse, aurait dû se confronter aux doutes raisonnables. Or, il n'est même pas mentionné dans le mémoire final et dans ce qu'il a été dit hier. Et donc, il est de mon devoir d'exprimer ma plus grande préoccupation vis-à-vis du mémoire final de l'accusation. Les nouveaux éléments de preuve, les nouvelles allégations, les éléments de preuve qui ont été retirés de leur contexte, les éléments directs qui ne mentionnent pas que, en fait, cela avait été retiré en contre-interrogatoire, des éléments de preuve ne mentionnant pas d'autres éléments de preuve pertinents, des affirmations ne relevant pas véritablement de témoignages. Et bien sûr, nous n'avons pas de doute, messieurs les juges, que vous allez passer en revue avec grand soin leur mémoire finale, mais ils ont rédigé un mémoire final qui passe au silence tout ce qui concerne les éléments de preuve qui présentent des doutes, et je trouve que c'est un abandon choquant du principe de la charge de la preuve, et il s'agit là d'une déformation grossière. Mais nous avons confiance en la Chambre. Vous allez lire, mais vous n'avez pas pu bénéficier de l'assistance. Et il y a là le risque qu'il y ait violation du principe de culpabilité. Le fait de ne pas pouvoir se confronter au doute, ce qui s'est passé, ce que l'on voit depuis 2 jours, le montre de manière éloquente. Si l'accusation n'est pas prête à se confronter au principe du doute, eh bien, messieurs les juges, il faut acquitter Stanisic. Merci, Monsieur Jordache. Monsieur Bakrach. Monsieur le Président, dans la première partie de notre mémoire en clôture, Monsieur Petrovic prendra la parole pour cette partie-ci. Merci.
Le président, avant que M. Petrovitch ne commence, je propose de maintenir l'ordre du jour et l'agenda en fait tel que publié. Donc, vous allez pouvoir ajouter les minutes que vous a pris M. Jordache à la fin de la journée d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Cela voudrait dire que nous poursuivons jusqu'à 13h30 et qu'à la fin, à la fin de l'audience, nous allons pouvoir étayer nos arguments, si je vous ai bien compris. Le président, oui, voilà. Donc, nous allons nous en tenir au temps qui a été imparti au parti. Et lorsque nous arriverons à la fin de l'audience de la journée d'aujourd'hui, donc à 16h30, ces minutes supplémentaires pourront être ajoutées à ce moment-là. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les juges, Monsieur le Président, Messieurs les juges, dans le mémoire en clôture de la défense de M. Simatovitch, donc dans le mémoire qui vous sera présenté, je vais aborder certaines allégations générales quant à la position et aux allégations contre M. Franco Simatovitch, et mon collègue, M. Bakrach, vous expliquera notre position sur les personnes qui ont été mises en lien avec Simatovitch, donc dans la deuxième partie de ce mémoire, y compris, il abordera également les questions relatives aux unités satellitaires que l'accusation se tente de faire entrer en contact avec notre client. Déjà, en 2003, l'acte d'accusation a été rédigé contre Franco Simatovitch. Ce n'est qu'aujourd'hui, 18 ans plus tard, que nous sommes en train de vous présenter notre mémoire en clôture. La défense de Simatovitch croit fermement que ce long procès, en grande partie, a été causé par la tentative de l'accusation de construire sa thèse grâce aux preuves incomplètes et aux témoins non crédibles. Afin de pouvoir faire en sorte que la Chambre de première instance trouve M. Simatovitch donc coupable. Avant d'entrer dans les détails de notre mémoire, compte tenu des éléments de preuve qui ont été mentionnés, et pour répondre aux mémoires en clôture de l'accusation, nous souhaiterions en fait demander à la Chambre de première instance de bien réfléchir, d'examiner en détail, de passer en revue avec grand soin toutes les allégations présentées par les parties. Ceci est surtout important lorsque nous savons de quelle manière le procureur interprète les éléments de preuve de manière très sélective, en sortant des phrases de leur contexte, en changeant leur signification et en les adaptant afin de pouvoir être adaptés à leur thèse. Mais le procureur n'est pas seulement sélectif, il est également créatif. Le procureur tire des conclusions, des éléments de preuve de manière complètement aléatoire, sans réellement se pencher sur la totalité des éléments de preuve ou sur les dépositions des témoins, soit dans le cadre d'un interrogatoire, et du contre-interrogatoire. La défense exhorte la Chambre de première instance de passer en revue avec grand soin tous ces éléments, car en si peu de temps, nous n'allons pas pouvoir même partiellement traiter de tous les exemples de ce que nous avançons quant aux mémoires du procureur qui comporte plusieurs centaines de pages. La défense ne fera que vous donner quelques exemples tirés du mémoire de clôture de l'accusation et à la suite de la présentation d'hier en vous
demandant de bien tenir compte qu'il ne s'agit que d'un exemple, alors que le mémoire en clôture de l'accusation est truffé de ces interprétations erronées. Le procureur allègue tout au long de cette procédure et dans son mémoire en clôture qu'il existait une entreprise criminelle commune visant à utiliser la force afin de déplacer de manière permanente et à jamais une population non serbe de vastes parties de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, et qu'il existait une campagne de persécution dans laquelle Simatovic était l'un des membres les plus importants émanant du DB de la République de Serbie. L'accusation avance que ce plan a vu le jour en avril 1991 et a duré jusqu'au mois de décembre 1995. À partir du mois d'avril 1991 et a duré jusqu'au mois 1995, reprend l'interprète. L'accusation ignore des éléments de preuve qui jettent doute sur ces allégations. Dans le cadre du procès, du nouveau procès, l'accusation va même un pas au-delà. Et soudainement, 18 ans après le début des procédures, Simatovic devient également un associé très proche de Slobodan Milošević. Le procureur soutient tout ceci sans pouvoir avoir des éléments de preuve et en interprétant de manière très aléatoire le matériel, les éléments de preuve qui se trouvent devant la chambre de première instance. Au paragraphe 35 de son mémoire en clôture, l'accusation affirme que Simatovic a joué un rôle clé au sein du SDB et que c'est cette position, de par sa position de proximité avec Milošević, il avait une influence clé quant aux structures serbes à l'extérieur de la Serbie, ce qui montrerait son importante contribution à l'entreprise criminelle commune. Maintenant, contrairement aux affirmations de l'accusation, la défense souligne qu'il n'existe aucun élément de preuve de contact entre Slobodan Milošević et Franko Simatovic au cours de la période visée par l'acte d'accusation. Il n'existe d'ailleurs qu'un seul contact qui a eu lieu entre Simatovic et Milošević, le dernier étant le participant principal de l'entreprise criminelle commune alléguée à l'encontre de Simatovic, et c'était au mois de mai 1997, presque 2 ans après la fin du conflit armé. Donc il s'agissait d'une première et unique réunion entre Simatovic et Milošević. Et cette réunion a eu lieu à Kula lors de cette cérémonie de la JSO. Il s'agissait d'une réunion protocolaire où des dizaines d'autres personnes étaient présentes. Il est particulièrement important de comprendre qu'à l'époque, ils n'ont échangé que quelques propos courtois. Il n'existe absolument aucun élément de preuve à l'appui du fait que Simatovic s'est entretenu avec Milošević, qu'il en informait de certaines informations qu'il était en train de définir, des stratégies de politique de ce dernier, qu'il avait reçu des ordres ou des instructions de Milošević. Il ne s'agissait en réalité que d'un non-pouvoir de Simatovic. Enfin, l'importance plutôt de Simatovic est vraiment mineure par rapport à la perspective de Milošević. Aux yeux de Milošević, Simatovic n'était qu'un fonctionnaire parmi des milliers, donc un homme sans aucune influence pour la politique d'État. Au paragraphe 181, au paragraphe 41, le procureur affirme que le pouvoir de facto de Simatovic excédait son pouvoir de jure. La défense, toutefois, souhaite souligner certaines circonstances que même l'accusation ne contredit pas, notamment le SDB, donc l'ADB serbe,
était un service structuré de manière très hiérarchique, de manière très stricte. L'accusation prétend que Simatovic était en mesure d'agir avec beaucoup plus de pouvoir, mais nous affirmons que Simatovic ne pouvait agir que de manière normale et de manière aisée avec l'autorité qu'il avait, et ce, grâce à la position qu'il occupait à l'époque. Mais c'est pourquoi cela ne fait aucun sens de prétendre, comme le fait l'accusation, que sa position de fait était bien différente et beaucoup plus grande que ses pouvoirs de juré. Le principe clé de ce service, ou la personne clé de ce service, qui semble être incontestée, sur ce sur quoi toutes les parties s'accordent, et que le principe de subordination revêtait une importance particulière pour le travail de la SDB. S'agissant des opérations du SDB entre 1991 et 1995, nous pouvons clairement voir que le fonctionnement donc de la SDB était défini par un respect de la hiérarchie et des opérations conformément aux règles, conformément à la discipline et aux liens très clairs existants entre les différents niveaux hiérarchiques. Et bien évidemment, cela s'appliquait également à tous, d'un agent opérationnel allant jusqu'au chef du service. La structure même de ce service et de son organisation, ainsi que la façon dont cela a été contrôlé et dont le reporting était fait, ne laissait aucune place, quelle qu'elle soit, pour des actions indépendantes au sein du service, et ce, à quelque niveau que ce soit. Il n'existe aucun élément de preuve à savoir qu'aucun agent opérationnel ou qu'aucun officier supérieur à quelque niveau que ce soit ait pu agir de manière indépendante, et ce, indépendamment des décisions rendues par les supérieurs, des décisions ou la supervision des directeurs du SDB. Le SDB est la dernière institution au sein de cet appareil d'État dans le cadre duquel des actions indépendantes et des actions d'individus ayant agi de leur propre chef était impossible. Donc la défense exhorte la Chambre de première instance de tenir compte de tous les éléments de preuve reçus quant à la hiérarchie et l'organisation qui, de manière formelle, en fait, définit le travail de la DB dans la période visée par l'acte d'accusation. S'agissant de la période entre avril 91 et mai 92, Simatovic était le chef de la section au sein de l'administration de Belgrade. Il s'agit là d'un niveau de direction le plus bas au sein du SDB. Simatovic était nommé au poste de chef de la section le 15 décembre 1990. Il a été nommé adjoint du chef de la deuxième administration le 1er mai 1992. Dans la période avant le 1er mai 1992, les pouvoirs de Simatovic étaient limités aux affaires qui étaient remises à sa section, et donc en cette qualité, il était responsable de l'exécution directe de différentes tâches et de travail. Et donc le travail qu'a effectué Simatovic entre décembre 1990 et mai 1992 se trouvait réellement au bas de l'échelle hiérarchique du SDB. Il y avait des personnes qui étaient au-dessus de lui. Et il y avait également le chef de l'administration, donc le chef adjoint du service du renseignement du RSDB, le chef du département, et puis au sommet, il y avait le ministre de l'Intérieur. Et donc, il se trouvait à 6 échelons en bas du chef de service, c'est-à-dire 7 niveaux. Donc, il existait 7 niveaux entre lui et le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie. Et donc, malgré ces faits incontestables
que l'on ne peut mettre en doute. L'accusation maintient qu'il était le bras droit du chef du service et un associé de Slobodan Milosevic, alors qu'il n'avait absolument aucun contact avec ce dernier. En dehors de cette réunion qui a eu lieu à Koula, il n'existe aucun élément de preuve, quel qu'il soit, concernant des contacts que Simatovic et Milosevic aient pu avoir lieu et pu avoir. La défense souhaite vous rappeler que le poste de travail de Simatovic et que ses actions étaient limitées par 7 différents niveaux au sein du ministre de l'Intérieur, ce qui veut dire que Simatovic n'avait aucune influence sur le processus décisionnel de quelque importance que ce soit au sein du SDB. Franco Simatovic n'avait absolument aucune implication dans le processus décisionnel, et ce, s'agissant des plus hauts organes de la Serbie ou de la République socialiste de Yougoslavie. Il n'avait absolument rien à voir avec les personnes qui prenaient ces décisions. Il n'avait pas de contact professionnel avec ces personnes. Et Simatovic était bien au-dessous de ces personnes au sein de la hiérarchie de la SRJ en Serbie. S'agissant de tout niveau décisionnel de l'État, Simatovic ne pouvait avoir aucune responsabilité concernant les décisions clés qui avaient été prises au sein du ministère. Il n'a pas mis en place des unités militaires, le financement, il n'a pas fourni une aide financière militaire aux Serbes de Croatie et en Bosnie. Ceci est simplement réellement quelque chose qui était au-delà de ses compétences de manière formelle et de manière pratique. Dans une tentative de montrer qu'il existait un lien entre Simatovic et Karadzic, le procureur hier a montré une photographie de Simatovic aux côtés de Krajčík et de Karadzic, mais sans mentionner toutefois que cette photo avait été prise lorsque Simatovic accompagnait le chef du service lorsque il y avait une libération d'otages. Donc en dehors de cette photographie, il n'existe aucun élément de preuve démontrant que Simatovic ait pu participer aux conversations, qu'il ait pu recevoir ou transmettre des décisions de Milosevic. L'objectif est donc de montrer cette photographie en l'absence de tout autre élément de preuve consistait à insinuer qu'il existait un certain lien entre les participants allégués de l'entreprise criminelle commune et Franco Simatovic. Cette photographie est une illustration de l'impuissance du procureur de montrer des éléments de preuve fiables quant au lien de Simatovic avec d'autres participants de l'entreprise criminelle commune alléguée. Il n'avait pas de réunion avec, il n'a pas rencontré des personnes où l'on a pris des décisions importantes quant aux questions de l'armée. Il n'a pas non plus participé aux réunions. Des décisions importantes étaient prises au niveau politique et au niveau de la police. Donc c'est bien au-delà de sa position de juré à l'époque. Au paragraphe 42, le procureur affirme que Simatovic, contrairement au mandat de la SDB serbe, a agi à l'extérieur du territoire de Serbie à partir du mois d'avril 1991. Cette allégation faite par le procureur est entièrement incohérente, ne correspond pas au travail du renseignement du SDB. Le travail du renseignement au sein de la SDB serbe exige d'organiser et de mettre en œuvre des activités du renseignement sur le territoire ennemi ou sur le territoire de notre État.
il est particulièrement important que le travail de Simatovic et le déploiement de son déploiement ou le déploiement de son service à Knin, dans la région de Knin, en avril 1991, était basé sur les dispositions d'un acte juridique suprême de l'État à l'époque. Ces dispositions de la Constitution serbe, à savoir l'article 72, paragraphe 2, stipule que la République de Serbie maintient des liens avec les Serbes vivant à l'extérieur de la République de Serbie afin de pouvoir préserver leur identité nationale, culturelle et historique. Les États d'organes de la République de Serbie avaient l'obligation d'appliquer ces dispositions de la Constitution dans le cadre de leur travail. Monsieur le Président, je crois que le moment est venu de faire une pause. All rise. Où est-vous levé?